Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous sommes avec Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Vous êtes spécialiste de renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et encore une fois, mais il faut suivre l'actualité, nous revenons sur la scène ukrainienne et les dérapages ukrainiens et les évolutions américaines plus particulièrement. Oui, parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses intéressantes au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Au-delà de l'attentat du pont de Crimée et des réponses de Vladimir Poutine qui au-delà de son discours, a fait des frappes ciblées sur Kiev, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a une nouvelle dérive de Zelensky qui s'est produite puisqu'il a appelé à une frappe nucléaire préemptive sur Moscou. Son porte-parole Dmitri Peskov l'a confirmé. Ça montre bien le délire dans lequel cet homme et ce gouvernement jusqu'au boutiste se trouvent. Et puis il y a eu une réponse quelques heures après, de la part des Russes qui ont rappelé haut et fort, et ça a été peu repris par la presse occidentale, que la Russie s'engageait pleinement à respecter la déclaration d'inadmissibilité de la guerre nucléaire qui est signée par les 5 grands et qui a dit que tout était dans sa doctrine. Donc on est là sur quelque chose de très clair de la part de Moscou. Oui. Et puis encore une fois, derrière ça, Zelensky a rappelé que l'Ukraine pouvait décider de cesser prochainement de livrer de l'énergie à l'Europe de l'Ouest sous le prétexte fallacieux qu'ils en avaient besoin pour eux en Ukraine. Ça veut dire que, il détournerait probablement une partie du gaz qui était livré par la Russie. D'autre part, c'est un chantage odieux de nouveau sur l'Europe occidentale. Oui, mais qui finalement continue de travailler, de malgré tout de collaborer avec l'Ukraine malgré ce chantage. Et c'est important de signaler ce que vous avez dit sur la Russie, puisqu'en effet, ça a été très très peu souligné, qu'elle rappelait finalement qu'elle s'engageait pleinement à la déclaration d'inadmissibilité de la guerre nucléaire. Alors sur la scène, toujours la scène ukrainienne, mais côté États-Unis. Alors là, on voit les lignes bouger un petit peu. D'une part, d'abord, les Américains ont commencé à dire qu'ils allaient mettre leurs équipements de haute technologie au service des pays de riverains de la Baltique pour les aider à identifier d'où venait le sabotage qui a eu lieu sur le pipeline Nord Stream 2. Donc ça fait effectivement un peu sourire quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus que de très forts soupçons qui orientent sur les États-Unis, mais les Américains ne sont pas un mensonge près. Et de la même manière, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est encore illustré par ses maladresses en lançant que cet acte de sabotage qu'il a qualifié d'acte de terrorisme était une formidable opportunité de rompre les liens entre l'Europe et la Russie et de permettre aux États-Unis de fournir du gaz de schiste. Donc ça, ce sont, on va dire, les aspects négatifs. Il y a des aspects positifs qui sont en train également de se manifester aux États-Unis. Le premier, c'est que les Américains et la CIA notamment ont déclaré que l'assassinat de la fille de Dugin à Moscou n'était pas de leur fait, que a priori ça s'était bien fait par les Ukrainiens sans leur accord. Il est aujourd'hui très difficile de dire quelle faction du gouvernement est à l'origine de cet attentat, puisqu'il s'agit bien d'un assassinat même. Zelensky avait lui-même déclaré que son gouvernement et que l'Ukraine n'était pas un État criminel et qu'il ne se livrait pas à des actions comme ça. À défaut de le croire, on peut lui laisser le bénéfice du doute et dire et penser que des éléments plus extrémistes au sein du gouvernement ukrainien sont à l'origine de cette opération. Il y a ensuite 2 autres éléments qui me paraît intéressant de porter à la connaissance des auditeurs. Le premier, c'est la déclaration du Pentagone, selon laquelle l'armée américaine ne pourra bientôt plus fournir à l'Ukraine les armements de pointe qu'elle lui a donnés jusqu'ici. L'armée américaine est vraiment à l'extrême limite de ce qu'elle peut donner, sans quoi ses stocks à elle seront vides, elle ne sera pas capable de faire face à une crise. Donc ça, c'est un élément très important et ça vient contredire ce que disait Biden, c'est-à-dire que les armements promis à l'Ukraine avec les nouveaux budgets qui ont été dégagés ne peuvent pas être livrés avant finalement 1 an, voire plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle sur la question des fournitures d'armes à l'Ukraine, un parallèle avec l'Allemagne qui, elle aussi, je crois, discute au Parlement du fait peut-être de freiner l'envoi d'armes en Ukraine? Alors, bien sûr, on peut faire ce parallèle. Il semble que les Allemands aient encore, eux, des choses peut-être à donner. En tout cas, les Américains, qui sont de très, très loin les premiers donateurs, autant en argent qu'en armes à l'Ukraine. C'est près de 17 milliards qui ont, toutes sommes confondues, qui ont été donnés. Eux sont vraiment à la limite de ce qu'ils peuvent donner parce qu'ils ont des responsabilités internationales. C'est moins le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quelque chose de plus politique, dirons-nous. Mais elle pourrait encore donner un petit peu. Espérons que ce débat, bien sûr, et que cette mise sous perfusion de l'Ukraine va cesser dans le but effectivement d'arriver à une fin du conflit. L'autre élément qui est très intéressant, c'est que les poursuites judiciaires aux États-Unis
États-Unis prennent fente contre Hunter Biden, le fils du président. Oui. Et l'un des procureurs du département responsable du département de justice l'a dit à Fox News ces derniers jours que tous les éléments étaient réunis, toutes les preuves étaient là et qu'ils allaient désormais lancer une action judiciaire contre le fils du président pour toutes ces actions opaques, pour rester correct, qui ont été conduites en Ukraine. Oui, c'est ça, parce que rappelons que c'est en Ukraine notamment qu'a agi Hunter Biden, donc ce sera très très intéressant à suivre. Et évidemment, en plus, on peut faire confiance là-dessus à la justice américaine. Écoutez, espérons-le. Dans le contexte politique, il y a peu de raisons que l'affaire semble étouffée, puisque les républicains, bien sûr, veulent s'en servir dans la perspective des élections de mi-mandat pour faire pression sur le président et essayer de défaire le camp démocrate. C'est intéressant parce que c'est à la fois l'histoire des laboratoires chimiques que finançait Biden, mais aussi des détournements de fonds suspectés qui ont lieu. Deux autres éléments importants également, le premier a été bien sûr noté, c'est l'alignement de l'OPEP sur la Russie cette semaine en matière de restriction de production pétrolière, et ça c'est un camouflet majeur pour les Américains et surtout bien sûr pour l'équipe gouvernementale. Et puis Biden, le 6 octobre, lors d'une interview, n'a dit qu'il n'excluait pas une rencontre avec Vladimir Poutine dans le cadre du sommet du G20 qui aura lieu du 15 au 16 novembre en Indonésie. Donc de manière assez originale, en tout cas assez surprenante, on commence à voir les lignes bouger. Peut-être que les Américains prennent pleinement conscience qu'ils ne pourront pas sortir vainqueurs de cette guerre d'usure avec les Russes. Et pour l'instant, quelques petits signes annonciateurs commencent à être diffusés de ci, de là dans la presse, qui laissent peut-être espérer une évolution plus importante de leur politique. Oui, c'est très très intéressant à suivre évidemment. Et puis c'est vrai qu'on a entendu, c'est la deuxième fois je crois qu'il lance cet appel, Donald Trump qui appelle lui-même à être l'intermédiaire d'une discussion entre la Russie et les États-Unis. Oui, alors là on rentre vraiment sur la partie intérieure aux États-Unis, c'est que bien sûr qu'il y a des élections à venir et des déclarations parfois tonitruantes de Trump, mais il a quand même, il ne cesse de le dire depuis des mois, il a réitéré ses propos en disant qu'il considérait que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, que l'OTAN avait contribué à la provoquer. Il a ensuite dit que Biden les avait entraînés dans ce piège, qu'il était en train de détruire la nation américaine, qu'il était nécessaire de négocier désormais avec Vladimir Poutine, ce qui laisse aussi là des espoirs en cas très probable d'ailleurs de victoire des républicains aux prochaines midterms. J'ajoute à cela que voilà, c'est les élections de mi-mandat qui auront lieu courant début novembre. J'ajoute à cela que Biden a lui-même été encore une fois très maladroit, sa sérénité s'accroît, il a critiqué de plus en plus les hispaniques qui d'ailleurs votent de plus en plus pour les républicains et pour Donald Trump, ce qui ne va pas arranger ses affaires en termes électoraux. Puis deux autres éléments, l'un qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est la gestion de la crise économique. Tous les jours, les articles du Wall Street Journal de plus en plus attaquent Jérôme Powell, qui est le patron de la Fed, en l'accusant de ne pas savoir où il conduit les États-Unis. Et bien sûr, les républicains critiquent aussi beaucoup sa politique. Et puis enfin, c'est anecdotique, mais ce n'est pas du tout anodin. L'un des journalistes les plus célèbres des États-Unis, Josh Hammer, qui a à la fois écrit dans le Newsweek et je dirais une émission très suivie à la télévision, a dit que vraiment les États-Unis étaient saturés des interventions de Zelensky, qu'ils en avaient tous plus que marre de la politique jusqu'au boutiste de ce gouvernement. Ils considèrent que c'est une guerre qui n'apporte rien aux États-Unis, qui accroît la crise économique. Donc on voit paradoxalement beaucoup plus qu'en Europe de l'Ouest, alors que ce sont quand même les Américains qui sont co-responsables du déclenchement de ce conflit, des gestes d'exaspération, de fatigue et des petits signes d'évolution. J'ose espérer peut-être que d'ici un mois, les choses se soient un petit peu plus décantées. Oui, c'est très très intéressant. Est-ce que vous pensez justement que les élections des midterms pourront changer quelque chose aussi sur la gestion du conflit ukrainien ? Écoutez, les Américains sont très pragmatiques et nous ont habitués à changer d'avis, d'ailleurs rapidement et sans en informer les Européens. On peut effectivement penser qu'après les élections de mi-mandat, si les Républicains détiennent l'ensemble de la Chambre du Sénat et de la Chambre des représentants, c'est-à-dire du Congrès, effectivement, il y a un changement d'attitude avec une ouverture des négociations avec la Russie, sûrement pas un lâchage de l'Ukraine de manière abrupte, mais une évolution réelle. Et puis on ne peut pas non plus écarter le fait qu'une action soit menée contre Biden, une forme d'impeachment en raison de ses problèmes d'âge et de perte de mémoire. Donc tout ça sont des choses qui sont aujourd'hui évoquées aux États-Unis
États-Unis. Est-ce qu'elles se réaliseront? C'est effectivement très difficile à dire pour l'instant. Eh bien, merci beaucoup Éric Denessé pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.